Mon nom est Sarah Miller. J'avais 53 ans lorsque mon monde s'est discrètement fissuré, avec la douceur d'une doublure de manteau qui se déchire en silence. J'avais confiance en eux, ceux avec qui je partageais les repas, le foyer, un avenir, ceux qui juraient fidélité et amour, tout en découpant le gâteau d'anniversaire, ou en se tenant la main autour de la table familiale. Je n'ai rien vu tout de suite. L'argent a disparu sans bruit, comme neige qui fond et s'infiltre dans la terre. Les appels se sont espacés, mais j'ai mis ça sur le compte des emplois du temps chargés. Mon nom était de moins en moins mentionné dans les conversations concernant l'entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains. Je me suis dit que c'était l'âge, le passage de flambeau. Et puis, la convocation du tribunal est arrivée. Les accusations sont tombées comme des éclats de verre, tranchantes, absurdes. Mais le pire, c'était le silence. Personne ne m'a défendu. Personne n'a posé de questions. Personne n'est resté à mes côtés. Ils s'attendaient à ce que je baisse les yeux, que j'accepte pour ne pas aggraver les choses, que je me taise parce que ce serait plus sage. Mais ils avaient oublié qui j'étais. Je ne suis pas entré dans ce tribunal. J'ai avancé d'un pas tranquille, comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, sauf sa dignité. Je n'ai pas apporté ma colère, j'ai apporté la vérité. Et il s'est avéré que c'était ça, leur plus grande peur. Mon nom est Sarah Miller, et à 53 ans, je menais ce que beaucoup appelleraient une vie stable et respectable. J'habitais en banlieue d'Austin, au Texas, dans une maison en briques à 2 étages, avec une grande véranda et une pelouse impeccable. Le genre de maison que les gens ralentissent pour admirer un après-midi de printemps. Mes journées étaient structurées, productives, et la plupart du temps calmes. Et ça me plaisait. Je suis comptable de formation et cofondatrice d'une petite entreprise de construction florissante, Miller & Hartman, du nom de mon frère John et du mien. Nous l'avions bâtie à partir de rien en 20 ans, en commençant par de modestes rénovations, pour finir par gérer des contrats commerciaux de taille moyenne dans tout le comté de Travis. Je gérais toutes les finances, la comptabilité, les salaires et les impôts. John s'occupait des clients, des chantiers et des sous-traitants. Ça a toujours été comme ça. Chacun son rôle, notre propre rythme. J'étais fière d'être celle qui faisait tout fonctionner, celle qui tenait les comptes, payait les fournisseurs à temps, calculait les offres et s'assurer que l'IRS n'ait jamais de raison de nous appeler. Je n'étais pas le visage de l'entreprise, mais j'étais sa colonne vertébrale. Je n'avais pas besoin des feux de la rampe, je voulais juste de la sécurité, pour moi, pour mon frère, et pour les gens qui travaillaient sous notre nom. Nous avions des employés fidèles, des revenus réguliers, et assez d'économies pour surmonter les périodes creuses. Ce n'était pas glamour, mais c'était vrai. Du travail honnête, et c'était le nôtre. Je n'avais pas d'enfants. Je m'étais mariée jeune, et j'avais divorcé discrètement quelques années plus tard, bien avant que l'entreprise ne décolle. Après ça, j'ai mis toute mon énergie dans la firme. Je n'ai jamais regretté ce choix. J'aimais me lever tôt et être la première à allumer les lumières du bureau. J'aimais les systèmes, les livres de comptes impeccables, les résultats prévisibles. Il y avait quelque chose de sacré à faire, les choses correctement. John était plus charismatique. Les gens l'appréciaient tout de suite. Il savait charmer son monde lors des négociations, serrer la main des PDG et plaisanter avec l'équipe sur les chantiers. Il avait une femme, Hélène, qui travaillait dans l'immobilier local, et 2 garçons à l'université. Leur famille était toujours en mouvement. Sport, vacances, événements paroissiaux.
Nos vies étaient différentes, mais elles s'emboîtaient bien. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Chaque lundi matin, nous avions notre réunion d'équipe. J'apportais les tableaux Excel, John apportait le café, et nous passions en revue l'état des chantiers, les délais et les liquidités. Nous avions formé une bonne équipe, et pour l'essentiel, nous travaillions sans accroc. J'avais confiance en ceux que nous avions embauchés, et ils me faisaient nos confiances. Le soir, je rentrais dans ma maison paisible, à mes livres et à mon jardin. Je faisais de la pâtisserie 1 fois par semaine. J'étais bénévole à la bibliothèque 2 fois par mois. J'organisais Thanksgiving chaque année. Je vivais ma vie de manière réfléchie, sans chaos, et pendant longtemps, j'ai cru que ce serait suffisant. Avec le recul, je réalise à quel point je tenais tout pour acquis, pas seulement chez les autres, mais aussi chez moi. Je pensais que la loyauté était mutuelle, que mon engagement me protégerait, que faire ce qui est juste vous met à l'abri de la trahison. Je pensais que nous étions une famille, non seulement par le sang, mais par choix. Je pensais avoir bâti quelque chose d'imbranlable. Mais les choses ne s'effondrent pas d'un coup. Elles s'érodent. Et pendant que je tenais les comptes et que je m'assurais que tout fonctionnait, un lent changement avait déjà commencé, juste sous la surface, derrière les sourires, à l'abri de la routine. Je n'ai rien vu venir, parce que quand vous croyez faire partie de quelque chose de solide, vous ne cherchez pas les fissures. Pas encore. Le premier signe a été subtil. Une lettre de la banque, adressée à l'entreprise, a atterri sur mon bureau avec le reste du courrier. Normalement, ces courriers-là allaient directement dans ma pile de travail sans être ouverts. Mais quelque chose dans cette enveloppe m'a fait tiquer. Elle semblait générique, trop générique. Pas de logo, pas d'adresse de retour, juste une étiquette imprimée avec notre nom et notre boîte postale. Je l'ai ouverte et j'ai parcouru le contenu. C'était une notification confirmant la fermeture d'un compte secondaire que je n'avais pas autorisé. Elle faisait référence à une série de transactions que je ne reconnaissais pas et à un virement vers une société de holding dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai relue 2 fois avant de la mettre de côté, me demandant si c'était une erreur, ou si John avait peut-être ouvert quelque chose temporairement pour un projet et avait oublié de m'en parler. J'en ai parlé pendant notre réunion de la semaine, mais dès que j'ai mentionné le sujet, John l'a écarté avec son assurance habituelle. Rien de grave, avait-il dit, sans donner de détails. J'ai noté de faire un suivi, mais je ne l'ai jamais fait. À l'époque, je me suis dit que je devais lui faire confiance. On avait tout construit ensemble. Mais quelque chose a changé après ça. J'ai commencé à remarquer des incohérences dans nos dossiers partagés. Des feuilles de calcul que j'avais créées et tenues à jour étaient soudainement écrasées. Des fichiers avaient été renommés, déplacés, ou parfois avaient ainsi disparu complètement. J'ai commencé à faire des copies de sauvegarde sur une clé USB, juste au cas où. Puis sont arrivées les factures. Des sous-traitants avec qui nous n'avions jamais travaillé. Des entreprises aux noms vagues. Des services que je ne pouvais pas relier à de vrais chantiers. Les montants n'étaient pas énormes, mais ils étaient fréquents et en augmentation. Mon accès à certains comptes a commencé à planter. Des mots de passe que j'avais toujours utilisés ne fonctionnaient plus. L'informatique a mis ça sur le compte des mises à jour système. John a prétendu qu'il mettait en place de nouvelles mesures de sécurité. J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, un malaise commençait à s'installer comme du béton mouillé. Un après-midi, je me suis connecté à notre système de paix
pour vérifier un rapport d'impôt et j'ai découvert que mes privilèges d'administratrice avaient été rétrogradés. Pas supprimés, juste modifiés. J'étais désormais en mode lecture seule. C'était subtil, mais significatif. J'ai appelé la ligne d'assistance. Ils ont confirmé que le changement provenait d'une demande interne. J'ai demandé qui l'avait autorisé, mais ils n'ont pas pu me le dire. Je n'ai pas insisté. J'ai plutôt tout noté dans un carnet que je gardais à la maison, le genre avec un fermoir à clé que je n'avais pas utilisé depuis l'université. Je commençais à comprendre que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas jusqu'où ça allait. Il y avait des réunions auxquelles je n'étais pas invitée, des mémos qui ne m'étaient pas envoyés en copie, des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. J'ai essayé de l'ignorer, de me dire que c'était le fruit du hasard, que les affaires allaient vite, que peut-être j'étais en train de me ramollir, de prendre du retard, d'être trop prudente. Mais le schéma se répétait. J'ai commencé à arriver plus tôt au bureau, à rester plus tard, à observer, à écouter, à tirer des rapports. J'ai comparé les paiements des fournisseurs avec les plannings des chantiers. J'ai recoupé les dépôts des clients avec les journaux des comptes principaux. Ce que j'ai découvert était troublant. Des retards dans les virements, des dépenses qui se chevauchaient, des doubles entrées. Tout ça en sourdine. Tout ça assez subtil pour être excusable. Mais mis ensemble, le schéma était indéniable. J'en ai reparlé avec douceur à John. Cette fois, il a semblé agacé. Sur la défensive. Il m'a dit que j'étais paranoïaque, que tout était sous contrôle, que je devrais prendre du recul et faire confiance à l'équipe. Cette phrase m'est restée. Faire confiance à l'équipe. Ce n'était pas une suggestion, c'était un avertissement. J'avais toujours cru que notre entreprise était un partenariat, que mon rôle, bien que plus discret, était tout aussi vital. Mais maintenant, je n'étais plus si sûre. J'avais l'impression d'être une invitée dans un endroit que j'avais aidé à construire depuis le début. Et on ne dit jamais à un invité ce qui se passe vraiment derrière les murs. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai fouillé dans de vieux dossiers, des contrats papier, des relevés bancaires, des emails imprimés et archivés dans une boîte à l'épreuve du feu sous mon lit. Je ne les avais pas regardés depuis des années. La plupart étaient impeccables, mais quelques-uns révélaient des changements que je n'avais pas autorisés, des signatures que je ne me souvenais pas avoir données, et des dates qui ne correspondaient pas à nos rapports internes. J'ai mal dormi cette nuit-là. La semaine suivante, j'ai appris que notre audit annuel, quelque chose que j'avais personnellement supervisé pendant plus de 10 ans, était soudainement géré par un consultant externe. Personne ne m'avait prévenu. Quand j'ai demandé pourquoi, John a haussé les épaules. Il a dit que c'était plus facile comme ça, que tout le monde fait ça maintenant. J'ai souri poliment. J'ai acquiescé. Mais quelque chose en moi s'était endurci. Un changement. Silencieux, mais définitif. J'ai réalisé que je n'imaginais pas les choses. Je n'étais pas exclue par erreur. J'étais effacée, systématiquement, efficacement, et avec la confiance qui ne vient que des personnes qui pensent que vous ne remarquerez jamais rien. Mais j'avais remarqué, et je n'oublierai pas. L'enveloppe était quelconque. Elle est arrivée un jeudi après-midi, cachée entre un livret de coupons et une lettre de la bibliothèque locale. Elle était épaisse, officielle, avec le sceau du palais de justice, du comté faiblement imprimé dans le coin supérieur gauche. J'ai supposé que c'était lié à une demande de permis ou à un document d'entreprise de routine.
Je l'ai ouverte d'une main, distraite, et j'ai parcouru la première page sans comprendre ce que je lisais. Puis j'ai cessé de respirer. C'était une assignation. Mon nom était écrit en grosses lettres sous l'entête. État du Texas C. Sarah Miller. Je suis restée là, dans le couloir, tenant toujours le reste du courrier, tandis que le poids de ces mots me tombait dessus comme du béton. J'ai feuilleté les pages. Allégations de malversation financière, accusations de fraude fiscale, détournement de fonds d'entreprise. Chaque ligne était comme une gifle. Mes mains tremblaient en tournant la dernière page et en voyant la signature du procureur. Les accusations n'étaient pas vagues. Elles étaient précises, méthodiques et terrifiantes. Le langage était clinique, comme si ma vie avait été réduite à une série de transactions et d'erreurs. On m'accusait de crimes que je n'avais pas commis, de décisions que je n'avais pas prises. C'était comme un scénario que quelqu'un d'autre avait écrit, avec mon nom placé là pour porter le chapeau. J'ai appelé John. Il n'a pas répondu. J'ai rappelé. Et encore, directement sur sa messagerie. Le soir, il était clair que personne n'allait m'expliquer quoi que ce soit. Personne n'allait s'excuser ou même nier. Juste le silence. Le lendemain matin, je suis allée au bureau. Les serrures avaient été changées. Je me tenais sur le trottoir, fixant la porte, essayant de comprendre ce qui se passait. J'ai frappé. Pas de réponse. Un livreur est passé derrière moi et m'a lancé un regard compatissant, comme s'il savait déjà quelque chose que j'ignorais. J'ai reculé et j'ai appelé le gestionnaire de l'immeuble. Il a confirmé que les serrures avaient été remplacées, à la demande du locataire. J'ai demandé qui avait signé la demande. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis il a marmonné « Miller, John Miller ». J'ai raccroché sans un mot de plus. Mon ordinateur était à l'intérieur. Mes notes, mes identifiants de connexion. 2 décennies de dossiers et de correspondances. Mon bureau, ma chaise, mes photos, envolés, juste comme ça. J'avais l'impression d'être un fantôme arpentant une vie qui n'existait plus. Je suis rentrée chez moi, engourdie. Le monde à l'extérieur continuait comme si de rien n'était. Des voitures faisaient la queue au feu rouge. Un homme tondait sa pelouse. Des enfants riaient dans une cour d'école voisine. Tout avait l'air normal, et pourtant, tout en moi était en train de se désintégrer. Je me suis assise à ma table de cuisine, les documents étalés devant moi. Je les ai relus, plus lentement cette fois, espérant avoir mal compris. Mais les mots ne changeaient pas. Ils m'accusaient de détournement de fonds, de les avoir redirigés vers des comptes personnels, d'avoir falsifié des dossiers. Je n'avais rien fait de tout ça. Et pourtant, mon nom était sur chaque ligne. Le pire n'était pas le jargon juridique ou la menace de la prison. C'était la trahison. Le fait de savoir que tout cela avait été planifié, que quelqu'un, probablement plusieurs personnes, s'était assis pour construire ce piège avec soin, délibérément. Il ne m'avait pas juste mise dehors. Il m'avait effacée, puis dépeinte comme la méchante. Et il l'avait fait avec une telle confiance, une telle précision, qu'il n'avait jamais imaginé que je me défendrais. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'étais allongée dans mon lit, fixant le plafond, sentant le poids de chaque décision que j'avais prise. Toutes ces années passées à construire cette entreprise, à croire en cette équipe, à faire confiance à mon propre frère. Chaque vacance manquée, chaque nuit tardive, chaque week-end passé à équilibrer les comptes et à corriger les erreurs des autres. Tout m'est revenu en fragments tranchants. Et maintenant, il ne me restait plus que des accusations.
J'ai pensé appeler la police, à marcher jusqu'au palais de justice et à hurler la vérité. Mais j'ai fait autre chose. Je me suis levée, j'ai trouvé une vieille boîte de classement dans le placard, le genre que je n'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des sauvegardes, des copies physiques de documents que j'avais imprimés et sauvegardés par habitude, contrats, emails, mémos, chèques, des preuves, ou du moins le début de quelque chose. J'ai posé l'assignation sur le dessus de la pile et j'ai refermé le couvercle. Quoi qu'il arrive, je serais prête. Ils m'avaient d'au pris tout ce qu'ils pouvaient. Mon nom, mon poste, ma réputation. Mais ils avaient sous-estimé une chose. J'avais toujours la vérité. Et je venais de décider de l'utiliser. Les jours qui ont suivi se sont mêlés comme de l'encre dans de l'eau. Le temps a perdu sa structure. Je ne me réveillais plus avec un but. Je ne prenais plus de thé, ni ne vérifiais mes emails. J'existais simplement dans une maison qui avait autrefois été mon sanctuaire et qui ressemblait maintenant à une salle d'attente sans horloge, sans porte et sans issue. Je répondais à peine au téléphone. La plupart des appels ne venaient pas d'amis ou de la famille. C'étaient des numéros que je ne reconnaissais pas, des messages de journalistes, d'avocats ou d'institutions financières à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Les quelques messages que j'ai écoutés se sont fondus en un seul son monotone. Confusion, pitié, suspicion. Personne ne disait ouvertement qu'il me croyait coupable, mais personne ne disait non plus qu'il ne le croyait pas. Même le silence de ma famille était assourdissant. Pas un mot de John, pas un message de sa femme, pas de nouvelles de mes neveux. J'étais toxique maintenant, radioactive. Mieux valait m'éviter que me défendre. J'ai regardé leurs comptes sur les réseaux sociaux s'éteindre, leur site web d'entreprise disparaître. Cela ne m'a apporté aucune satisfaction, juste une douleur plus profonde, plus creuse. Ils ne se cachaient pas parce qu'ils avaient peur. Ils se cachaient parce que leur plan avait été mis en branle et qu'ils n'avaient plus besoin de moi dans le tableau. J'ai cessé de sortir. J'ai cessé de vérifier la boîte aux lettres. Je ne pouvais pas me résoudre à regarder le monde continuer sans moi. Mon jardin est devenu une friche. Les haies ont dépassé le chemin. Le gazon n'était plus tondu. J'ai regardé tout cela depuis le même coin de mon canapé, jour après jour, alors que les saisons commençaient à changer. La nourriture a perdu son goût. Je buvais du bouillon dans une tasse et appelais ça le dîner. La télévision restait éteinte. La musique semblait une intrusion. Même le bourdonnement du réfrigérateur a commencé à me sembler trop fort, trop réel. Je voulais le silence, mais le genre de silence qui règne dans une grotte, lourd, définitif, intouché. J'ai essayé de lire, de concentrer mon esprit sur autre chose, mais les mots glissaient de la page comme de l'huile sur de l'eau. Chaque histoire semblait être un mensonge. Chaque fin heureuse, une blague cruelle. Je fermais le livre et je fixais le mur, mes pensées tournant autour des mêmes phrases encore et encore. Comment ont-ils pu? Pourquoi moi? Et maintenant? Une nuit, j'étais allongée dans mon lit et j'ai imaginé mon nom en première page des journaux. Pas comme une victime, mais comme une criminelle. J'ai vu la photo d'identité judiciaire que je n'avais pas encore prise. Les croquis du tribunal. La lente désintégration de chaque once de dignité qu'il me restait. Je me suis imaginé marchant en prison, dans une combinaison grise, enchaînée par des choix que je n'avais jamais faits. Mon pouls s'est accéléré. Mes mains se sont crispées. Je me suis assise dans le noir et j'ai senti un cri monter dans ma gorge. Pas un cri de rage, mais d'impuissance, d'une douleur si profonde
qu'elle avait à peine un son. Je n'ai pas pleuré, pas vraiment. Les larmes étaient venues plus tôt, par petites touches, quand j'ai trouvé un vieux badge d'entreprise dans mon tiroir, quand j'ai réalisé que mon email de travail avait été supprimé, quand j'ai vu que même mon profil LinkedIn avait été modifié sans mon consentement. Mais ça, c'était différent. C'était le genre de rupture qui ne s'accompagne pas de larmes. Elle s'accompagne de silence, d'immobilité, de capitulation. Je me suis rallongée et j'ai fixé le plafond pendant des heures, attendant le matin et me demandant ce que le matin signifiait encore. La femme que j'étais, celle qui avait bâti une entreprise, qui tenait les comptes à jour, qui se présentait chaque jour pour que tout tienne ensemble, avait disparu, effacée. Tout ce qui restait était la version qu'ils avaient peinte de moi. Malhonnête, insouciante, avide. Et le pire, j'avais commencé à le croire. Pas parce que c'était vrai, mais parce que personne d'autre n'avait pris la parole pour dire que ça ne l'était pas. Et quand assez de gens restent sans rien dire pendant qu'on vous enterre, vous finissez par vous demander si vous ne méritez pas d'être là. Pendant un moment, je me suis laissée dépérir. Je me suis assise dans le même fauteuil. J'ai porté les mêmes vêtements. J'ai marché dans le même couloir de la cuisine, à la salle de bain et retour. J'ai laissé les murs se refermer sur moi. J'ai laissé la peur me consumer. Je ne sais pas ce qui m'a finalement fait me lever. Peut-être l'odeur de la maison, une odeur de renfermé, de mort. Peut-être la lumière du soleil qui coupait le sol en un motif que je n'avais pas remarqué depuis des semaines. Peut-être la façon dont ma propre réflexion m'a effrayée dans le miroir du couloir, comme si je voyais le fantôme de moi-même. Je suis restée là longtemps, à regarder dans les yeux d'une femme que je ne reconnaissais plus. Puis je me suis retournée, je suis allée dans mon bureau et j'ai sorti la vieille boîte de classement de sous le bureau. Il était temps d'arrêter de survivre. Il était temps de me souvenir de qui j'étais avant qu'il ne me réécrive. J'ai commencé par un seul dossier. Il était étiqueté « Contrat T1, 2018 », écrit de ma propre main, à l'encre noire, un peu passé sur les bords par le temps et la chaleur. Le papier à l'intérieur était rigide, légèrement gondolé au coin, mais intact. J'ai étalé les pages sur ma table de salle à manger. Accords de fournisseurs, offres de projets, copies de chèques signés. J'ai scanné chaque ligne, non pas pour ce dont je me souvenais, mais pour ce qui ne collait pas. Le silence de la maison semblait différent maintenant. Moins comme une tombe, plus comme un coffre-fort, un que je pouvais enfin ouvrir. J'ai sorti d'autres dossiers de la boîte de classement. Factures, rapports de paie, relevés trimestriels. Je ne les ai pas lus dans l'ordre. J'ai laissé mon instinct me guider. Et quelque part, entre la répétition de chiffres et de signatures, entre des noms auxquels je faisais confiance et des chiffres qui ne collaient pas, un schéma a commencé à se dessiner. Ce n'était pas un gros mensonge, c'étaient des dizaines de petits, de minuscules manipulations si soigneusement placées qu'elles étaient presque invisibles, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Des noms de fournisseurs qui ne correspondaient pas au dossier des employés, des paiements effectués pour des projets qui n'existaient pas dans nos plannings, des sous-traitants signés pour des travaux déjà réalisés par notre équipe interne. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à des erreurs de bureau. Mais il y en avait trop proches les unes des autres, et elles remontaient toutes aux deux mêmes noms, John Miller et Helen Hartman. J'ai allumé un vieil ordinateur portable que je n'avais pas utilisé depuis des années. Son écran s'est allumé lentement, comme une lampe oubliée au sous-sol. J'ai tiré des feuilles de calcul archivées, des sauvegardes
que j'avais faites bien avant qu'il ne me bloque l'accès au système. J'ai tout recoupé. Les chiffres étaient bien bruyants. Et ils ne mentaient pas. John avait commencé à détourner de l'argent au moins 3 ans plus tôt. Pas en grosses sommes, mais en tranches stratégiques. Juste assez pour éviter les signaux d'alarme. Juste assez pour que cela ressemble à une fluctuation. Il avait acheminé les fonds par le biais de comptes fictifs. Les documents montraient des signatures. Certaines ressemblaient à la mienne. J'ai zoomé. Ma signature a toujours été serrée, proche de la ligne. Ces copies étaient relâchées, bâclées, imprécises. Quelqu'un les avait falsifiées, mal, et avec arrogance. J'ai tout documenté. J'ai fait des copies, annoté les marges, encerclé les chiffres. J'ai marqué les emails avec les horodatages, je les ai imprimés, je les ai triés. Je les ai étalés comme des preuves sur le sol de mon salon. J'ai travaillé pendant des jours sans presque de pause. J'ai oublié de manger. J'ai à peine dormi. Mon esprit allait plus vite que mon corps. Je n'essayais pas de monter un dossier. J'essayais de reconstruire la vérité. Et dans la vérité, j'ai trouvé l'énergie. J'ai appelé Christine Ellis un jeudi matin. C'était une avocate que j'avais rencontrée à un séminaire fiscal il y a des années. Elle était spécialisée dans la fraude financière et avait la réputation d'être méticuleuse et impitoyable. Sa voix au téléphone était calme et claire. Je lui ai tout raconté. Pas seulement les allégations, mais l'histoire, la confiance, la trahison. Elle ne m'a pas interrompue. Elle n'a pas mis en doute ma mémoire. Quand j'ai fini, il y a eu un silence. Puis elle a dit « On a besoin de tout voir ». J'ai déposé 3 boîtes à son bureau avant midi. Elle m'a rappelé le lendemain. Son ton était différent, plus déterminé, plus concentré. Ce que j'avais était plus que suffisant pour prouver mon innocence. C'était suffisant pour exposer une conspiration. Pas juste de l'incompétence ou de la cupidité. C'était orchestré. Elle et son équipe se sont immédiatement mis au travail, vérifiant les documents, contactant d'anciens employés, récupérant des registres publics, gelant les traces numériques avant qu'elles ne puissent disparaître. J'ai regardé en coulisses comment ils disséquaient ce que j'avais découvert, pièce par pièce, couche par couche. Elle me tenait au courant. J'ai posé peu de questions. J'avais confiance en sa précision. Pendant qu'il construisait le dossier juridique, j'ai fait autre chose. J'ai commencé à contacter des gens, discrètement, tranquillement, d'anciens clients, d'anciens collègues, des comptables et des chefs de chantier qui étaient partis dans des circonstances étranges. Je n'accusais pas. Je posais des questions. J'écoutais. Je prenais des notes. Les histoires ont commencé à concorder. L'un avait été sollicité pour approuver un projet qui ne s'est jamais matérialisé. Un autre avait vu des chèques faits à des entités qui n'étaient pas sur la liste de paie. Un autre avait soulevé des questions sur des écarts dans les factures et avait été remercié la semaine suivante. Personne n'avait de preuves à lui seul. Mais ensemble, leurs fragments ont construit un miroir qui reflétait tout ce que j'avais soupçonné, et bien plus encore. Ils avaient tout planifié méticuleusement. Ils avaient utilisé mon nom, mon silence, mon passé. Ils pensaient que je ne me battrais pas. Ils pensaient que je ne fouillerais pas. Ils avaient confondu le calme avec la faiblesse. Ils avaient confondu la confiance avec la naïveté. Mais je n'étais plus naïve. Un soir, je me suis assise à la lueur de ma lampe de bureau, fixant la dernière page d'une impression. C'était un résumé que l'équipe de Christine avait compilé. Le montant total détourné, les contrats falsifiés, les autorisations contrefaites.
Je l'ai posé sur le dessus de la pile et j'ai pris une respiration que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Ce n'était pas la justice, pas encore, mais c'était un début. Ils avaient essayé de m'effacer, mais j'avais trouvé la trace, et j'allais la suivre jusqu'au bout. Le palais de justice se dressait comme un monument à l'indifférence, de pierre, froid, sans visage. J'étais passé devant des centaines de fois, au fil des ans, sans vraiment le voir. Mais ce matin-là, alors que je montais les larges marches de béton, le bâtiment semblait différent. Ce n'était pas seulement un endroit où la justice était rendue. C'était là que l'histoire qu'ils avaient écrite sur moi serait enfin remise en question, où je ne serais plus le personnage silencieux dans leur version des événements. Je suis entré par le contrôle de sécurité avec un calme presque surréaliste. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes mains n'ont pas tremblé. J'avais fait le travail. J'avais lu chaque document, vérifié chaque chiffre, assisté à chaque réunion d'information avec Christine et son équipe. J'étais prête. Ce qu'ils m'avaient pris, ma paix, ma confiance, mon nom, j'avais commencé à le reprendre, un fait à la fois. La salle d'audience était plus froide que prévu. La lumière était trop vive. La climatisation bourdonnait, avec une efficacité clinique. Je me suis assise à la table de la défense, le dos droit, les mains jointes, regardant la salle se remplir autour de moi. Des inconnus en costume, qui faisaient me glisser des papiers, qui marmonnaient des termes juridiques. Le murmure sourd de la stratégie et de la routine. Puis ils sont entrés. John est entré avec son avocat, soigné et confiant, portant un costume bleu marine que je l'avais vu porter pour des présentations à des clients il y a des années. Son expression était illisible, détachée, peut-être même ennuyée. Hélène le suivait, la posture raide, les yeux balayant la pièce comme un prédateur, à la recherche d'une faiblesse. Ils ne m'ont pas regardé. Ils sont passés devant moi, comme si je n'étais personne, comme si je n'avais jamais été la raison pour laquelle tout cela existait. Le juge est entré. Nous nous sommes levés. Les débats ont commencé. C'était étrange d'être assise dans cette pièce pendant que des gens parlaient de moi comme si j'étais un concept plutôt qu'une personne. Le procureur a lu des déclarations préparées, citant des chiffres et des délais tordus, juste assez pour rendre la culpabilité plausible. Ils ont montré des graphiques, mis en évidence des transactions, utilisé mon nom avec une précision clinique. J'ai écouté, immobile, l'histoire qu'ils racontaient. Une histoire où j'avais orchestré une campagne discrète de détournement de fonds, trahi ma propre entreprise, manipulé les personnes les plus proches de moi. Mais je n'ai pas tressailli, parce que je savais que ma vérité allait venir. Quand Christine s'est levée, sa voix était calme et inébranlable. Elle n'a pas attaqué, elle a disséqué. Chaque accusation a été confrontée à des preuves, claires, détaillées, horodatées. Elle a présenté des emails, authentifié des signatures, contre-interrogé les délais. Elle a mené le tribunal à travers des documents si minutieusement que même le procureur a commencé à s'agiter sur son siège. Et puis, c'était mon tour. Je me suis levée et j'ai approché la barre des témoins. La salle était silencieuse alors que je posais ma main sur la Bible et que je jurais de dire la vérité. Je me suis assise, j'ai redressé mon dos et j'ai regardé à travers la pièce. Pas John, pas Hélène, pas le juge, mais l'espace entre nous. L'espace où la vérité avait été enterrée. J'ai commencé doucement. J'ai expliqué mon rôle dans l'entreprise, comment j'avais construit l'infrastructure financière, comment j'avais géré la comptabilité, les rapports, la conformité.
J'ai décrit les systèmes que nous avions mis en place, les contrôles et les équilibres qui ont été lentement démantelés à mon insu. Puis j'ai parlé du jour où l'assignation est arrivée, des serrures sur les portes du bureau, du silence qui a suivi. Ma voix n'a pas tremblé, mes mains n'ont pas tremblé. Je n'étais pas là pour convaincre qui que ce soit de mon innocence. J'étais là pour révéler la vérité. J'ai présenté les documents, pas comme des pièces à conviction, mais comme des parties d'une chronologie. Chaque morceau de papier, un petit caillou, sur le chemin que j'avais suivi pour arriver là. J'ai dit au tribunal comment j'avais trouvé les signatures falsifiées, comment j'avais retrouvé les comptes fictifs, comment j'avais recueilli les déclarations d'anciens employés qui corroboraient tout. J'ai tout exposé avec précision, sans drame. Et puis, à la toute fin, j'ai dit les mots que j'avais gardés en moi pendant des mois. Ils comptaient sur mon silence. Ils pensaient que je ne me battrais pas, parce que je ne l'avais jamais fait auparavant. Ils ont utilisé mon nom pour se protéger, en pensant que je ne saurais pas comment le récupérer. Mais je n'ai jamais été la faible. J'étais la discrète. Et être discret ne signifie pas être impuissant. Ça ne l'a jamais signifié. La salle d'audience n'a pas réagi. Pas de soupir, pas de murmure, juste le genre d'immobilité qui s'installe quand quelque chose bouge sous la surface, subtil mais irréversible. J'ai quitté la barre et je suis retournée à ma place. À partir de ce moment-là, tout a changé. Le procureur a trébuché. Leur dossier, autrefois confiant, semblait maintenant fragile sous le poids de nouvelles preuves et de faits indéniables. L'avocat de John a objecté plus fréquemment. Hélène était assise les bras croisés, le regard fixé droit devant elle, mais plus sûre de ce qu'elle voyait. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'étais épuisée. Mais sous l'épuisement, il y avait autre chose, quelque chose de solide. J'avais retrouvé mon équilibre. Non pas dans la vengeance, pas dans la colère, dans la vérité. Il m'avait traîné dans ce tribunal pour me détruire. Au lieu de ça, je me suis levée, j'ai parlé, et j'ai regardé leur version de l'histoire s'effondrer. Le verdict n'est pas tombé immédiatement. Des jours se sont écoulés, remplis d'attentes silencieuses et de spéculations infinies. Je suis restée à la maison, ne la quittant à peine que pour rencontrer Christine ou signer un autre document. Mon téléphone s'est allumé avec des notifications de presse, certaines sur l'affaire, d'autres avec des rumeurs sur lesquelles j'ai refusé de cliquer. Les médias avaient y flairé l'histoire, et bien que les gros titres ne soient pas nationaux, ils étaient assez bruyants dans notre ville pour faire des vagues dans chaque recoin de notre ancienne clientèle. Le silence de John a persisté. Pas d'appel, pas de message. Je ne m'attendais à rien. Son arrogance l'avait mené jusque-là, et je doutais qu'il y renonce maintenant. Pourtant, je me surprenais parfois à jeter un coup d'œil à mon téléphone, me demandant ce qu'il pourrait dire s'il me contactait. Je savais qu'il ne le ferait pas. Il était trop avancé, trop convaincu que la meilleure défense était de faire semblant que je n'avais jamais compté. Le matin du jugement, le hall du palais de justice bourdonnait de voix qui montaient et descendaient comme des parasites. Des journalistes bordaient sur le couloir avec des bloc-notes et des caméras discrètes. Je suis passée devant eux sans un regard. La salle d'audience semblait plus froide qu'avant, les néons plus vifs, le grain du bois de la table de la défense plus éclaté sous mes doigts. Le juge est entré et a lu le résumé avec le même ton neutre qu'il avait utilisé tout au long du procès. J'ai écouté sans ciller. Mon nom a été blanchi de toutes les accusations. Pas un seul chef d'accusation n'est resté. La vérité avait tenu.
La trace écrite que j'avais passé des années à conserver avait parlé plus fort que n'importe quelle accusation. Puis est arrivé le tournant. Le tribunal a annoncé que le bureau du procureur de district ouvrirait une enquête formelle sur John Miller et Helen Hartman pour des accusations incluant détournement de fonds, fraude, parjure et conspiration. Les mots ont frappé l'air comme le tonnerre. Je ne me suis pas tournée pour les regarder. Je n'en avais pas besoin. J'ai senti le silence derrière moi, comme une vague qui frappe un brise-lames. Ils étaient tombés. La chute n'a pas été théâtrale. Il n'y a pas eu de menottes dans la salle d'audience, pas de spectacle public. Mais dans le monde juridique, le mal était fait. Leurs comptes bancaires ont été gelés, leurs licences commerciales suspendues. Des poursuites civiles étaient déjà en cours par d'anciens clients. J'ai entendu des rumeurs sur des actes d'accusation imminents, sur des audits, sur des documents scellés qui étaient maintenant assignés à comparaître. Ce n'était pas juste un scandale, c'était un effondrement. Plus tard, j'ai appris que des employés avaient commencé à se manifester, des gens qui avaient vu des choses, mais qui avaient eu trop peur de parler, des stagiaires, des assistants, même un ancien comptable qui avait été renvoyé sans explication. Chacun ajoutait une nouvelle fissure dans le fondement qu'ils avaient construit sur des mensonges. Le système qu'ils avaient créé, celui conçu pour faire de moi la bouc émissaire, s'était retourné contre eux. Le nom de John a été retiré du registre de l'entreprise. Leur site web a été mis hors ligne. Les appels à leur bureau sont restés sans réponse. Le bâtiment qui abritait autrefois notre héritage commun se tenait vide, ses fenêtres recouvertes de papier, un panneau alloué devant, comme une pierre tombale sans date. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas porté de toast, pas crié, pas pleuré. Je me sentais sereine, comme si j'avais marché en montée pendant des kilomètres, et maintenant, au sommet, il n'y avait que le silence et le ciel. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu des excuses de personnes qui s'étaient tues. Pas beaucoup, pas celles qui comptaient le plus, mais assez pour me rappeler que les gens avaient regardé, que tout le monde n'avait pas cru au pire. D'anciens collègues ont pris contact. Certains voulaient se réconcilier. D'autres voulaient simplement dire « on s'est trompé ». Mais je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Qu'y avait-il à dire? Ils m'avaient que regardé tomber, et ils n'avaient rien dit. Maintenant, ils regardaient John tomber, et ils voulaient tout dire. Le timing parlait plus fort que leurs mots ne le pourraient jamais. J'ai passé beaucoup de temps seule pendant cette période. Non pas par tristesse, mais par choix. La solitude ne ressemblait plus à une punition. Elle ressemblait à une guérison. Mes journées étaient lentes, douces. J'ai recommencé à lire. J'ai préparé des repas qui remplissaient la maison de chaleur. J'ai replanté le jardin, arrachant les mauvaises herbes qui l'avaient envahi pendant la tempête des accusations. De nouvelles pousses ont poussé à leur place, vertes, tenaces, cherchant la lumière. Parfois, je passais devant l'ancien immeuble de bureau pendant mes promenades matinales. Je ne m'arrêtais jamais. Je ne regardais jamais. Ce n'était pas de la nostalgie que je ressentais. C'était de la reconnaissance. Cet endroit ne m'appartenait plus, et peut-être qu'il ne m'avait jamais vraiment appartenu. La chute de John et Helen n'était pas seulement juridique ou financière. Elle était existentielle. Ils avaient construit toute leur identité sur le contrôle, la perception, la domination. Et dès que ces illusions se sont brisées, ils n'avaient plus rien sur quoi s'appuyer. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de les voir punis.
J'avais juste besoin que le monde arrête de croire le mensonge. Et maintenant, enfin, c'était le cas. Après que tout se soit calmé, je me suis retrouvée à me réveiller dans une maison qui semblait entièrement différente. Elle n'était pas plus grande, plus lumineuse ou plus luxueuse. Elle n'était pas remplie de nouvelles choses ou rénovée avec de l'argent que je n'ai jamais voulu des règlements judiciaires. Mais elle était enfin la mienne, pas seulement en propriété, mais en esprit. Les murs ne faisaient plus écho à l'anxiété. Les planchers ne craquaient plus sous le poids du silence. Il y avait du calme maintenant, mais le genre qui apporte la clarté, pas l'isolement. J'ai recommencé à parler, pas seulement dans des conversations, mais avec un but. Pour la première fois de ma vie, je parlais sans m'effacer. Cela a commencé simplement. Un centre communautaire m'avait contacté après avoir entendu parler du procès. Ils m'ont demandé si je serais d'accord de parler à un petit groupe de femmes, la plupart des propriétaires de petites entreprises, de la prévention de la fraude. J'ai failli dire non. L'idée de retourner dans une pièce remplie de regards et d'attentes me serrait la poitrine. Mais j'ai dit oui. Je me suis tenue devant une salle modeste, avec quelques rangées de chaises en plastique et un microphone cassé qui grinçait à chaque fois qu'on le bougeait. Mes mains ont tremblé en ouvrant mes notes, mais je n'en avais pas besoin. J'ai parlé de mémoire, par expérience, à partir de mes cicatrices. Je leur ai raconté ce que j'avais vécu. Je ne l'ai pas dramatisé. Je n'ai pas enlevé la douleur. Je leur ai dit comment cela avait commencé, comment j'avais ignoré les signes, comment j'avais laissé la confiance l'emporter sur l'instinct, comment le silence m'avait rendue assez petite pour que les autres marchent sur moi. Et je leur ai dit ce qu'il a fallu pour revenir, pour me battre, pour gagner. Quand j'ai eu fini, personne n'a applaudi. Ils ont juste pris le temps de l'assimiler. Et c'était suffisant. Après, une femme d'une 60aine d'années est venue me voir. Elle a dit « Je pensais que j'étais la seule. » Elle ne l'était pas. Ça a été le début. D'autres invitations ont suivi. Des universités, des chambres de commerce locales, des organisations juridiques pour femmes. Je ne me suis jamais qualifiée d'experte, mais j'avais autre chose, une connaissance vécue. Je connaissais le langage de la trahison. Je comprenais la mécanique du gaslighting. Comment ça vous use, un petit peu à la fois, jusqu'à ce que vous arrêtiez de demander ce que vous méritez. Et j'avais appris à m'en sortir. J'ai aussi commencé à écrire. Au début, c'était juste un journal, puis des essais plus longs. Finalement, Christine m'a mise en contact avec quelqu'un qui gérait une plateforme en ligne pour la littératie financière. Ils m'ont demandé si je voudrais publier une série sur les femmes leaders, la responsabilité et les systèmes silencieux qui punissent ceux qui ne parlent pas assez fort ou assez cruellement. J'ai dit oui. Encore, chaque texte que j'écrivais était comme la récupération de quelque chose qu'ils avaient essayé de me prendre. Mon autorité, ma crédibilité, ma capacité à être plus que ce qu'ils avaient besoin que je sois. Un après-midi, j'étais devant une classe d'étudiants en droit. Le sujet était l'éthique et la responsabilité d'entreprise. J'ai regardé leurs visages enthousiastes et confiants, et j'ai pensé à combien d'entre eux entreraient dans des salles de conférence en supposant que le système travaillerait pour eux, que le mérite les protégerait. Je leur ai raconté mon histoire. Je leur ai dit que le pouvoir se cache souvent derrière la politesse, que le silence est un langage, et que si vous n'apprenez pas à parler par-dessus, quelqu'un d'autre écrira votre rôle pour vous. Il prenait des notes, il posait des questions. Et pour la première fois depuis longtemps,
Je n'avais pas l'impression de me défendre. J'étais en train d'enseigner, de diriger, d'occuper mon espace. Dans le calme de ma maison, j'ai trouvé de nouveaux rituels. Des promenades matinales, où je saluais des voisins, qui me regardaient maintenant dans les yeux. Des soirées, où j'allumais des bougies, non pas pour chasser les ombres, mais pour célébrer la lumière. J'ai recommencé à cuisiner de vrais repas. J'ai écouté des disques que j'avais oubliés. J'ai rempli des carnets de projets, pas seulement pour moi, mais pour les autres. J'avais du temps maintenant, et je savais comment l'utiliser. Parfois, je recevais des nouvelles du bureau de Christine. Résultats juridiques, amende imposée, propriété saisie, excuses publiques faites. Rien de tout ça ne m'a apporté de la joie. La justice, quand elle arrive enfin, n'arrive pas en fanfare. Elle atterrit comme de la poussière, calme, incontestable, et un peu tard. Mais ce n'était pas grave. Je n'attendais plus. J'avais passé tellement de ma vie à faire en sorte que tout tienne ensemble, à rendre les choses plus faciles pour tout le monde, à me cacher derrière les rôles qu'on m'avait donnés. Mais quand tout s'est effondré, quand les gens les plus proches de moi ont essayé de m'effacer de l'histoire, j'ai trouvé quelque chose qui me manquait sans le savoir. J'ai trouvé ma voix. Et une fois que je l'ai entendue, j'ai refusé de la laisser se taire à nouveau.